Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. 2 ans après, que reste-t-il de l'esprit du 23 juin? Quel intérêt pour le Sénégal sur la visite de Barack Obama? Pour débattre de ces questions d'actualité, Alassane Samba Diop reçoit ce dimanche 23 juin Ousmane Sène, spécialiste des relations sénégalo-américaines et directeur du WARC, et le journaliste Adama Sow. Remue Ménage, dimanche, 10h, 11h, sur la RFM avec Alassane Samba Diop. Désormais, dans votre émission Remue Ménage, Alassane Samba Diop vous donne l'occasion de participer, mais aussi de poser vos questions en direct sur Facebook Remue Ménage RFM. Remue Ménage, l'émission incontournable pour comprendre le Sénégal. Dimanche 23 juin 2013, merci d'être à l'écoute de Remue Ménage. Nous présentons d'abord nos condoléances à notre confrère Namouri Bari qui a perdu son père ce matin. Mamoudou Bari qui sera enterré à 11h à Mbour. Toutes nos condoléances, Namouri, nous sommes de tout cœur avec toi. Nous sommes donc dans ce studio avec Ousmane Sène, directeur de WARC, Centre africain pour la recherche. Adam Sow, journaliste et communicant. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Voilà 2 ans que le 23 juin avait structuré le Sénégal. Une révolution citoyenne selon beaucoup de Sénégalais. On a vu qu'Abdoulaye Wade a essayé de réduire à 25%, enlever le quart bloquant pour se faire élire. À 25% des voix, les Sénégalais sont sortis dans la rue, étaient devant l'Assemblée nationale pour dire « touche pas à ma constitution ». Et Ousmane Sène, 2 ans après, que reste-t-il du 23 juin? Oui, que reste-t-il? La question est intéressante, ou la manière dont la question est formulée est intéressante. Que reste-t-il? Ça voudrait dire soit ça devrait être la même chose jusqu'à maintenant, ou ça devrait subir des transformations. Mais rappelez-vous, le mot M23 est sorti dans la rue parce qu'il y avait une cause majeure qui valait la peine qu'il y ait cette sortie. Tant qu'il n'y a pas, j'imagine, tant qu'il n'y a pas d'autres causes majeures qui puissent justifier que le M23 sorte, peut-être que ce mouvement-là restera dans la léthargie, à moins qu'il ait l'ambition de devenir un mouvement pérenne. Mais pour le moment, je crois que les causes pour lesquelles le mouvement M23 devraient se manifester sont des causes qui sont des causes normales, c'est-à-dire les préoccupations des Sénégalais, le panier de la ménagère, la situation à l'école, la revalorisation des salaires, les emplois pour les jeunes. Ces questions-là n'ont pas encore atteint un niveau qui puisse justifier un déferlement d'un autre M23. D'autre part, je crois, et je l'affirme, je crois qu'après 1 an de mandat, il reste quand même au président de la République 4 ans, donc c'est-à-dire suffisamment de temps pour que les promesses puissent arriver à maturité. Je crois que bon, c'est donc une situation d'intérim qui ne justifierait pas peut-être une manifestation excessive du M23. C'est ma lecture que je fais. Mais à d'abord, certains mouvements de la société civile, Y'en a marre, entre autres, disent que les ruptures qu'ils attendaient par rapport à l'exercice du pouvoir de Macky Sall, ils ne les voient pas encore. Oui, c'est vrai. Je pense qu'au-delà même de Y'en a marre, il y a beaucoup de franges de la société sénégalaise qui arrivent un peu à la même conclusion. Mais je veux dire, c'est la réalité beaucoup plus complexe que ça, parce que le M23 aujourd'hui a un problème, disons, pas de légitimité, parce que c'est vrai, c'est un mouvement légitime, comme a dit le grand Ousmane, mais il y a un problème maintenant de crédibilité dans un nouveau contexte. Quelle doit être sa posture? C'est cette question qui embête un peu malheureusement les héritiers du mouvement, parce qu'il y a un M23 quand même gouvernemental. C'est ça qui est embêtant dans la nouvelle situation. Parce que si vous prenez sociologiquement les composants du M23 qui étaient dans la rue, les gens oublient qu'Alassane, et je pense que les gens n'en parlent pas assez. Le M23, c'est qui en réalité?
Le M23 qui était devant l'Assemblée, c'est qui? Attention, les Sénégalais aiment bien, c'est vrai, se focaliser sur les 4 ou 5 personnes qui interviennent dans les médias au nom d'eux. Mais le M23 qui était dans la rue n'est pas cet M23 qui est allé au gouvernement. La bande Aziz Diop et tout le reste qui sont allés rejoindre le système. Et l'autre, les Anta, les Ousmane Diaye qui sont restés, les jeunes qui essayent un peu, malgré, disons, l'impasse dans laquelle ils sont, de reprendre le flambeau. On a un tiraillement entre ces deux M23, mais le vrai M23, ce n'est pas celui-là. Le vrai M23, c'est le M23 du peuple. Ce peuple anonyme-là, des gens qui ont pris des Ndiagandiaï, qui sont descendus à Sandaga, qui ont pris le petit train bleu ce jour-là, qui sont venus et qui sont repartis incognito, que personne n'a jamais revu. C'est ce peuple-là, c'est-à-dire c'est cette lame de fond qui est là depuis. Et Alassane Legence oublie que ce n'est pas la première fois. Les indignés sénégalais, ça date de Nder. Nder, c'est le point de départ. 88, il y a eu quand même 68 déjà, Ousmane, peut-être nos aînés peuvent le dire. Il y a eu un mouvement aussi, une lame de fond. 88, il y a eu cette lame de fond. Le M23, en 2011, il y a eu cette lame de fond. Ce sont les Sénégalais, dans leur majorité, qui sortent et qui expriment quelque chose par rapport à une injustice, à un système sur lequel ils ne sont pas d'accord. Maintenant, le système, malheureusement, est managé de telle sorte que aujourd'hui, il est phagocyté par le régime nouveau, parce que, comme l'a dit Mimi Touré hier, effectivement, Macky Sall était aussi une des composantes politiques du mouvement M23 en 2011 jusqu'en 2012. Maintenant, ce M23-là, je pense qu'il a un problème maintenant de crédibilité aux yeux de l'opinion. C'est ça la nouvelle question qui se pose. Mais au-delà du M23 en tant que tel, il y a quand même l'esprit qui devait être là. L'esprit, c'est de créer une sorte de contre-pouvoir. Parce que tout pouvoir a tendance à vouloir s'imposer ses points de vue à tout le monde. Oui, c'est ça que je voulais dire finalement. Je voulais dire qu'au fond, à y analyser de près, même si certains acteurs du M23 rejoignent les pouvoirs publics, je crois que l'esprit M23 est là pour rester. Parce que quand même au départ, moi j'ai dit, si dans le M23, il y a des gens qui ont une façon de penser, qui ont une façon de réfléchir, et que le président lui-même estime que ces gens-là peuvent apporter quelque chose par rapport à mon projet de société, il faudrait quand même qu'on reconnaisse à ces gens-là la légitimité d'aller servir. Mais évidemment, on en convient tous au Sénégal, dès que vous êtes sur un strapontin, personne ne croit plus que vous servez. C'est ça le problème. C'est-à-dire que dès l'instant que vous avez un titre quelque part, avec une carte de visite où vous affichez fièrement le drapeau du Sénégal, on dit que vous faites partie du système. Mais ils n'ont qu'à s'assumer. Les idées qu'ils défendaient à l'intérieur du M23, ils n'ont qu'à continuer à les défendre et changer un peu le visage de ces gens-là qui sont près du président de la République. Ceci étant dit, mais les hommes passent, les institutions et les structures demeurent. Ce n'est pas parce que ces gens-là sont allés qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui soient là derrière. Mais là aussi, il y a attention. Il ne faut pas que le M23 soit institutionnalisé au point qu'on puisse l'identifier avec des personnes qui aussi, sans être dans l'attelage gouvernemental, sans être dans le cabinet du président, se font une certaine force d'influence et qui finalement vont saper l'idée du M23. Vous avez là un mouvement spontané qui n'a pas été préparé dans le temps. C'est important de se dire que l'esprit est toujours là et le jour où, évidemment, il y aura une manifestation qui fasse que le M23, M23 bis, déferle dans la rue, qu'il y ait ce déferlement-là. Et moi, je suis optimiste. Je crois beaucoup plus à la prévalence de l'esprit M23 plutôt qu'à des acteurs qui seraient là en train de manager le M23. Le peuple sénégalais a fait une nuit extraordinaire. Mais le président Macky Sall lui-même le reconnaît. Il a dit à ses collaborateurs, si on ne travaille pas, alors aux prochaines élections présidentielles, on va nous vider. Quand on est dans une situation où le président de la République lui-même ne dit pas « je suis en train de me faire un trésor de guerre pour gagner », mais qu'il se dise que si je dois rester, c'est parce que j'aurais travaillé pour le peuple, reconnaissez qu'il y a un changement extraordinaire.
Mais justement, d'abord, ce changement est perçu aujourd'hui par ceux-là qui sont avec Macky Sall, qui avaient l'esprit des 23 dans l'opposition, qui sont battus pour que la Constitution soit respectée. Est-ce que ceux-là, aujourd'hui, disent les choses qu'il faut dire au président? Effectivement, ça, c'est la grande question. Je pense qu'aujourd'hui, si un ami comme Latif Coulibaly ou Souleymane Jules Diop ou les Abdou Aziz Diop ou tant d'autres qui se symbolisaient, les Pendambao, ont un problème avec une partie de l'opinion sénégalaise, c'est dû à ça. Est-ce que ces gens-là, arrivés dans le système, au pouvoir, ils ont l'esprit, comme dit Grand Ousmane, l'esprit M23, faire face même à certaines décisions qui leur paraissent iniques? Est-ce qu'aujourd'hui, ils s'assument? En tout cas, l'opinion ne le sait pas parce qu'ils ne le font pas savoir. On ne sait pas aujourd'hui quelle est la posture d'un Abdou Latif Coulibaly, par exemple, sur le niveau du marché de gré à gré qu'il dénonçait avant. Il ne dit rien. Bon, Abdou Aziz Diop, pareil, les quelques dérives ou en tout cas les quelques manquements que les Sénégalais ont notés depuis 15 mois, quand même, on n'a pas perçu cet esprit M23 dans les gens qui se réclamaient du M23, qui sont montés au pouvoir. Donc, il y a un décalage, il y a un déficit d'explication ou de communication de ces gens-là, de ce groupe-là, qui était quand même le groupe leader du M23, qui sont retrouvés au palais, ou en tout cas autour du palais, mais aujourd'hui qu'on ne sente pas. C'est-à-dire que Fadel Barro, c'est là où l'interpellation de Y'en a marre est pertinente. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout le combat doit servir à quelque chose. Si on arrive au palais, on se fait doter de carburant, de véhicules, de cartes, de cartes avec, je ne sais plus, le drapeau du Sénégal, et on se barricade. Les Sénégalais disent non, ce n'était pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'était aussi que vous assumiez une position de rupture. Et la rupture, elle est dans la posture avant toute chose. Dire au président de la République, je pense qu'acheter un hélicoptère VIP d'une dizaine de milliards au moment où on a besoin peut-être de moins de 10 milliards pour régler un problème d'hôpital et de santé, vous voyez, c'est des postures comme ça auxquelles s'attendent les Sénégalais. Là, dans la posture des gens qui se réclament en tout cas être leader ou porteur d'un esprit de rupture ou de changement. Je pense que si les nouveaux qui sont au pouvoir ne le comprennent pas, même s'ils continuent à se réclamer du M23, ils sont complètement, disons, en déphasage avec l'esprit du M23. Maintenant, l'autre aspect, si tu permets, Alassane, je suis d'accord avec Ousmane. On ne peut pas institutionnaliser le M23. Le M23 ne peut pas être une vache de sinécure. Ce n'est pas possible. Je pense que les Sénégalais vont surprendre les tenants de cette pratique-là, parce que la masse, elle ne dit rien. Les Sénégalais sont dans une posture qui paraît un peu amorphe, mais il faut le lire autrement. La grande masse, les gens, ils prennent la corniche, ils font leur jogging, ils pensent qu'ils ne s'intéressent à rien du tout. Ils sont dans les Ndiagandiaï, ils disent rien du tout. Mais le jour où ils vont l'exprimer, ça va être une surprise comme au Brésil, ça va être une surprise comme en Turquie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les peuples ont repris le pouvoir. Le citoyen, il a repris le pouvoir. Il sait que le ministre, le président de la République ne sont que maintenant des prestataires en réalité, de services, au service du citoyen. Et là, les Sénégalais l'ont compris. Et qu'aucun système, aucun régime ne peut aujourd'hui oublier ce fait-là. Si vous l'oubliez, vous êtes mort. Oui. Ousmane Sène, est-ce qu'il est facile d'être dans le cabinet du président et d'avoir peut-être des idées contradictoires par rapport au chemin qui a été tracé? Mais Alassane, je vous remercie infiniment parce que c'est la question à laquelle je réfléchissais. Au fond, le pouvoir n'est-il pas une sorte de camisole de force? Quand vous êtes là, ministre et participant au Conseil des ministres, ayant des responsabilités, comment vous parlez au président de la République? Ce que vous dites au président de la République, allez-vous prendre des micros d'or pour pouvoir le dire en disant, le peuple, je vous prends en témoin. Bon, je prends son exemple parce que c'est un parent. Hein. Le peuple, je vous prends en témoin. Moi, Abdou Latif Coulibaly, que vous connaissiez il y a 2 ans, je suis resté le même. Eh bien, croyez-le, j'ai dit ça et ça et ça au président de la République. C'est impossible. Ça aussi, c'est des secrets de cabinet qu'on ne peut pas sortir. Même c'est des secrets de cabinet, mais aussi c'est la nouvelle posture qu'on a. Quelqu'un qui est libre de toute attache et de toute responsabilité peut déambuler dans les rues et dire ce qu'il veut. Mais une fois que vous avez des responsabilités, à partir de ce moment, la posture est différente. Maintenant, il y a les contraintes des responsabilités que vous avez et l'obligation de réserve et l'attitude de quelqu'un qui, une fois appelé par le président,
court ventre à terre en se disant ouf, voilà ce que j'attendais, maintenant je suis arrivé. Parce que celui-là, dans ces conditions, son engagement aura été un engagement, si vous voulez, qui n'était pas un engagement honnête. C'est un engagement calculé. Je fais du bruit pour qu'on me copte, mais je refuse de croire que tous ces gens-là qui travaillent maintenant avec le président de la République sont des gens qui étaient là à faire des calculs pour se faire coopter. Je veux bien croire que c'est véritablement des gens. Et j'ai une raison de le dire, parce qu'on leur a donné encore, ils n'ont consommé qu'une année par rapport aux 5 ans qu'on leur a donné. Il faut leur donner donc la capacité quand même d'exploiter ces 4 ans qui restent pour pouvoir nous donner la preuve. Maintenant, s'ils ne donnent pas, c'est comme disait le président, ils vont nous bouter d'or. S'ils ne donnent pas, 5 ans c'est vite passé. Hein? 5 ans, c'est très vite passé. Il faut que les gens travaillent en se disant, je veux me mettre dans le temps, dans la durée, plutôt que, si vous voulez, dans le short term, le court terme. Le court terme vous donne les jouissances du pouvoir pendant 5 ans. Et après, vous arrêtez. Je crois qu'ils sont conscients de ça. En plus de ça, je ne vois pas qu'ils se soient réniés totalement dans ce qu'ils font tous les jours. Je crois qu'il faut leur donner le bénéfice du tout et leur donner encore quelques mois pour observer et tirer des conclusions. L'esprit de M23, c'est aussi l'approfondissement de la démocratie au Sénégal, défendre les institutions sénégalaises. Aujourd'hui, Adama Sow, est-ce qu'on est sur la voie de l'approfondissement de la démocratie dans ce pays? Oui, je pense qu'il y a du bon, hein. Il y a du bon quand même, hein. C'est vrai, il y a du bon parce que symboliquement, l'approfondissement de la démocratie va venir, certainement, si on donne encore un préjugé favorable, comme dit Ousmane, aux concertations pour quand même mettre en place la nouvelle charte ou charpente institutionnelle du Sénégal, sous la conduite de l'équipe de Mbao. Espérons, et de tous les Sénégalais. Je pense que ça, quand même, il faut le saluer, Alassane. Il faut saluer. Ça, c'est une vraie rupture. C'est une très bonne rupture initiée par le président Macky Sall. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, il faudrait, je pense que mon inquiétude n'est pas peut-être sur cet aspect. Mon inquiétude est dans la posture. Comment aujourd'hui les gouvernants ils perçoivent l'exercice du pouvoir. Moi, ça m'inquiète. Vous prenez, par exemple, moi j'étais très inquiet lors de la mise en place de l'Assemblée nationale. Cette législature, on a dit qu'elle devait être de rupture. Je sais que le président Diakhaté tente tant bien que mal dans un océan où il est esselé de créer peut-être des trucs de rupture. C'est pas simple, mais moi j'ai peur parce que ce qui m'inquiète, c'est la posture au niveau psychologique des gens qui sont arrivés au pouvoir. Vous prenez les députés. Mais pourtant, on avait prôné ici le nouveau type de Sénégalais. Mais il n'y est pas encore. Pourquoi? Et c'est là la grande inquiétude, à mon sens. C'est le combat de Namar, ça. Oui, mais ça, j'interpelle les Fadel Barro. Moi, j'étais un peu déçu que, par exemple, quand on parlait des véhicules de députés, mais un véhicule, aujourd'hui, les nouveaux véhicules de députés, un véhicule, une nouvelle 4x4 d'un député sénégalais, c'est 15 ans de salaire d'un enseignant volontaire à qui on donne des enfants sénégalais à enseigner. C'est 15 ans de salaire. Un seul véhicule d'un député sénégalais en 2013. Moi, je pense que la rupture pouvait venir de ça aussi. Je pense que c'est cette posture psychologique qu'on a, le rapport qu'on a. Les députés par session. Mais Alassane, pas de salaire, hein? Ça c'est un exemple. L'autre exemple, quand vous allez dans les hôtels ici à Terrou-Bi, Radisson, le nouveau pouvoir continue les mêmes pratiques que les gens assimilés un peu à de l'arrogance chez Wad. Je pense que on voit des Sherpas, les gourous présidentiels, ils logent où? À Terrou-Bi, à Radisson, ça mange du caviar de gauche à droite, et c'était les mêmes pratiques qui étaient c'était les mêmes pratiques dénoncées. Les Sénégalais ont bouté d'or l'arrogance, parce que sur le plan de réalisation, quand même, Wad a beaucoup réalisé. Par contre, ce que les Sénégalais ont reproché à Wad, c'est un système, voilà, la gouvernance et surtout l'arrogance. Les Sénégalais n'aiment pas un système arrogant. Et mes chers amis là, moi je perçois une glissade. C'est-à-dire, ça c'est le rapport peut-être de nous, de l'Africain vis-à-vis du pouvoir. On est dans la jouissance du pouvoir. On n'est pas dans peut-être la responsabilité ingrate du pouvoir. Et ça, quand même, pour dédouaner Macky Sall, sa position n'est pas très facile. Il faut le reconnaître quand même. Mais je pense qu'il faut aussi, parfois, qu'il évalue
les premières 16 mois et qu'ils prennent des mesures courageuses. C'est des mesures courageuses de rupture que les Sénégalais attendent. Je pense que les Sénégalais donnent un préjugé favorable au président Macky. Jusqu'au jour où on parle quand même, malgré tout, si certains disent doxul wala doxagul ou etc. Mais je pense que quand même, globalement, la majorité des Sénégalais compte encore sur un sursaut du président Macky. Voilà. Est-ce qu'on peut amener une rupture dans un pays où Macky Sall est dans une sorte de coalition et ceux-là qui composent cette coalition-là ont quand même à gérer ce pays pendant 50 ans? Et le Sénégal est à l'état où il est aujourd'hui. Oui, mais ils ont géré pendant 50 ans, mais ils ont dû faire aussi leur mea culpa. L'avantage de travailler avec des gens qui ont géré pendant 50 ans, c'est qu'il y a l'avantage de l'expérience. Mais moi, ce dont j'ai peur, c'est la rivalité politique. Oui, mais on oublie qu'en 1978, le Sénégal était au même niveau de développement que la Corée, que la Tunisie. Oui, mais attention, est-ce que le Sénégal véritablement était aussi dans les mêmes conditions? Tout ce qu'il y avait comme avantage et possibilité pour la Tunisie et pour la Corée, tout cela était-il là? C'est ça aussi la grande question. On peut avoir Il fallait créer les conditions. Non, attendez. On peut avoir le même point de départ, le même départ et ne pas avoir la même arrivée parce que les éléments qui nous aident à courir ne sont pas de part et d'autre les mêmes. Mais dans ces conditions-là, il faudrait aussi que tout le peuple sénégalais batte sa coulpe. D'abord, ceux qui nous dirigent sont de toute façon des gens qui viennent du peuple. C'est les fils de ce peuple-là. Et de toute façon, ceux qui les élisent, c'est le peuple. Je crois qu'il y a une introspection et il y a une culpe à battre, aussi bien au niveau des dirigeants qu'au niveau du peuple. Vous me dites qu'il y a changement, mais allez dans l'administration du Sénégal de tous les jours. C'est les mêmes réflexes, c'est les mêmes réactions. Les gens ne changent pas, ils ne bougent pas. Il faut les pousser à bouger. Et je crois que de ce point de vue... Le président a posé le cas de l'administration de développement où certains fonctionnaires sont là, ils bloquent le dossier, empêchent au pays de changer. Mais c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Mais c'est pour ça que cette réflexion-là qui est en train de se faire autour de M. Tall pour revigorer l'administration sénégalaise et changer les mentalités, je crois que cette réflexion-là est importante. Je crois que là, il y a deux, si vous voulez, chantiers qui sont extrêmement importants. Le chantier qu'est en train de conduire M. Tall, l'ancien directeur de la LONASE. Abdou Aziz Tall. Voilà, Abdou Aziz Tall. Et le chantier qui est en train de conduire Mbow. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Absolument. Et autant les gens se disent, ils ne faibliront pas devant l'application des sanctions pour les biens mal acquis, autant qu'ils se disent qu'ils ne faibliront pas devant l'application des conclusions que l'équipe de Abdou Aziz Tall et l'équipe du doyen Mbow sont en train de mettre en place. Ça, c'est fondamental. Il faut que les Sénégalais changent et qu'ils changent leur manière de faire. Croyez-vous que parce qu'il y a Macky Sall, un directeur de service, il va changer de mentalité et se mettre à répondre à tous les courriers, alors que d'habitude, on le sait, les courriers sont lettres mortes? Croyez-vous que c'est parce que Sall... le président Sall est là, qu'un directeur qui veut faire du favoritisme et népotisme hésitera à faire entrer son fils ou son cousin dans son administration? Mais qu'est-ce qu'il faut revoir? Est-ce que c'est les règles même de l'administration, de son fonctionnement, de nouvelles règles qu'il faut mettre en place ou quoi? En même temps aussi qu'il faille procéder à un changement des mentalités. Le nouveau type de Sénégalais est un bon concept, mais je ne vois rien qui soit en place pour que le nouveau type de Sénégalais émerge. Le nouveau type de Sénégalais, on le construit dès la famille, mais dès l'école. Vous avez le président Obama qui vient, mais je réfléchissais à ce truc-là. Savez-vous que c'est déjà à la maternelle que les jeunes Américains sont façonnés, sont moulés pour être de bons citoyens? Ils ne sont pas tous de bons citoyens, mais il y a des efforts qui sont faits. Le salut du drapeau, l'identification ou la capacité de reconnaître certains présidents américains, la capacité de connaître les différents États qui forment l'ensemble des États-Unis et un certain nombre de vertus civiques qui font que quand ces gosses-là grandissent et viennent ici, la première réaction qu'ils ont quand ils mangent une banane, c'est de vous demander où est-ce qu'ils vont mettre cette saleté-là puisque la banane est finie. Qui c'est d'entre nous qui fait ces choses-là? Rien du tout. Autant dans nos comportements, rien ne changera, autant dans notre manière de gérer, rien ne changera. Absolument. On est époustouflé de voir des responsables avoir des attitudes
Quand vous regardez ça, vous vous demandez, mais celui-là, comment il peut-il être responsable? Parce que tous les jours, il a des comportements irresponsables. Il faut que les gens fassent un travail à ce niveau-là. Avant d'y aller, il a posé un débat qui est intéressant par rapport à l'administration et sa façon de travailler. Ça nous permet de parler de l'affaire Kukoy Kombosanya avec cette polémique autour de sa nationalité. Le Premier ministre a fait hier une interview chez nos confrères de la RTS en disant que Kukoy Kombosanya n'a jamais eu la nationalité sénégalaise. L'Amnesty a sorti un document qu'il a publié dans les médias pour dire que voilà le document qui authentifie la nationalité de Kukoy Kombosanya. Il y a une polémique autour de ça. Oui, il y a une polémique et il y a un conflit salvateur, à mon sens. Pourquoi? C'est pas cynique ce que je dis. Je veux dire, au Sénégal, il faut qu'on crève l'abcès du faux qu'il y a dans l'état civil. L'état civil sénégalais, et je parle sous le contrôle de souvent des gens qui travaillent avec les tribunaux ou qui travaillent un peu avec l'état civil. Mais Alsan, s'il y a un scandale au niveau national, à tous les niveaux, c'est l'état civil sénégalais. On a joué avec l'état civil. Et aujourd'hui, voilà ce que ça nous vaut. Mais attention, je dis à l'attention de Seydi Gassama, brandir une carte d'identité sénégalaise ou une pièce d'état civil sénégalaise n'est pas forcément avoir raison dans ce contexte-là. C'est-à-dire, mais c'est ça que je dis. Maintenant, Alsan, il y a eu, je pense, une méprise. Une méprise, c'est que Abdoul Mbaye, c'est le Premier ministre du Sénégal. Il dit que ça, c'est faux. L'État a les moyens de savoir que c'est faux. Et c'est le premier des ministres qui le dit. Et c'est important de s'accrocher à ce que dit le Premier ministre. Par contre, maintenant, le Premier ministre doit aller jusqu'au bout. Oui, mais ça n'empêche pas de vérifier si ce que le Premier ministre a dit est exact ou pas. Oui, mais tu permets que je termine sur ça. Oui. Pour moi, aujourd'hui, l'occasion est magnifique pour que le Premier ministre ou le Président de la République diligente une enquête, Ousmane, pour dire quand même que celui qui a délivré ces actes-là à Kukoy Samba Sagna, qui est cette personne-là, qui est ce magistrat, qui est cet officier d'état civil, et on remonte la filière pour voir l'authenticité jusqu'au certificat de nationalité. Parce que c'est là où se trouve le nœud. Oui, s'il y a un certificat de nationalité qui a permis de délivrer tout le reste des papiers, c'est là où il y a un problème. Parce que l'affaire Kukoy Samba Sagna, pour moi, c'est une très bonne affaire parce que ça doit permettre finalement à l'État sénégalais de prendre ses responsabilités, de prendre le bâton et de régler ces problèmes de faux. Oui, mais ça pose un autre problème, Alassane, si vous permettez. Mais l'hypothèse que Kukoy est un Sénégalais, mais est une hypothèse extrêmement dangereuse pour nous. Pourquoi? Non, continuons l'hypothèse. Je vous écoute. Kukoy Samba Sagna, le Sénégalais, est allé tenter faire un coup d'État en Gambie. Oui. C'est bien ça. Oui. C'est donc un Sénégalais qui quitte le Sénégal pour aller faire un coup d'État en Gambie. Le coup d'État échoue, il se réfugie au Sénégal et le Sénégal le protège contre la Gambie. Mais est-ce qu'on est en train de réfléchir à ce qu'on fait? Ce Kukoy-là que tout le monde entendait à la télé, qui disait dans un accent très gambien, Abdou Diouf Hamouloa, avec le H qui devient un H, on veut nous le transformer en Sénégalais. Mais même s'il était Sénégalais, est-ce que ce qu'il a fait en Gambie autorise les autorités sénégalaises à le protéger? C'est un Sénégalais qui aurait fomenté un coup d'État dans un territoire voisin. Vous comprenez les conséquences que je veux dire? Donc il faut réfléchir sur ce dossier-là et savoir raison garder. Je veux croire que peut-être ce que dit Abdoul Mbaye est vrai. Kukoy, moi je n'ai jamais pris Kukoy comme un Sénégalais. Absolument. Jamais de la vie. À l'entendre parler, au moment où se faisait le coup d'État, tout ce qui s'est fait, mais tout le monde avait conclu que Kukoy c'est un Gambien qui veut renverser le régime gambien. Mais le débat est complètement pour que les Sénégalais tous comprennent que ce soit plus clair. Est-ce qu'il faut mener une enquête clair et net pour savoir si les papiers de Kombosanya, les papiers qu'on lui a donnés, sont authentiques ou pas? Je vous dis une chose. J'ai été le témoin de falsification de documents d'état civil. Voilà. Quoi? Vous allez à l'école, vous redoublez, on se rend compte que vous êtes trop âgé. Vous retournez à l'état civil, on réduit votre âge et vous retournez à l'école. L'état civil au Sénégal
comme les téléphones portables, voilà les points mous de notre sécurité. Absolument. Vous pouvez changer vos documents comme vous le voulez, comme vous pouvez avoir un portable téléphoné où vous voulez, on ne peut pas vous identifier. Il faut qu'en ce moment-là où les questions de sécurité deviennent de plus en plus importantes, que quand même les pouvoirs publics se lèvent et identifient un certain nombre de secteurs au niveau desquels on doit travailler avec beaucoup plus de rigueur. N'importe qui peut falsifier ses pièces. Ça, c'est clair. Est-ce que Koukoy n'est pas allé à Karang, puisque c'est la Gambie, parlons de quelque part qui est proche. Il peut aller à Karang, mais soudoyer quelqu'un et avoir de nouveaux papiers. Oui, tout à fait. Mais franchement, moi, je tombe des nuits Absolument. que l'on me dise que Koukoy Samba Saya est un Sénégalais. Oui. Et si les Sénégalais, je dis attention, le gouvernement du Sénégal, dans ces conditions, à faire attention. À faire attention. Parce qu'il serait en train, on lui demanderait de protéger un ressortissant sénégalais qui a fait un coup d'État en Gambie. Les implications politiques de ça, vous pouvez les envisager. Il faut faire attention. Je rappelle que vous suivez Rémi Ménage qui reçoit Ousmane Sène, directeur de WARC, Centre africain pour la recherche, Adam Sow, journaliste et communicant. Je rappelle aussi qu'à 10h50, vous pouvez poser vos questions dans Rémi Ménage Facebook, Rémi Ménage, RFM, pour poser des questions. Les 10 dernières minutes sont accordées aux internautes. Donc, Adam Sow, le deuxième point de débat, c'est la visite de Barack Obama au Sénégal. C'est ça qui fait l'actualité aujourd'hui. Les Sénégalais se demandent quel intérêt ont-ils à accueillir Barack Obama. Bon, ça fait rire. Heureusement, ça fait rire Ousmane. C'est sérieux, oui, avec qui je partage peut-être une fibre américaine. Non, on est des Sénégalais. Mais Alsan, je pense qu'il faut que les gens y aillent avec moins d'émotion. C'est vrai qu'avec Obama, il y a l'Obamania, il y a un très fort d'émotion, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas que nos dirigeants soient dans une naïveté émotionnelle vis-à-vis de l'Amérique et de Obama. Que gagne le Sénégal dans cette visite? Non, j'y arrive. Obama, en réalité, il vient pour rattraper quand même un retard, mais il vient pour rattraper aussi quelque chose qu'il devait faire depuis longtemps, qui était une attente qu'il n'a jamais pu faire lors de son premier mandat. Il est plus facile pour lui, pour son second mandat, il peut se permettre certains écarts. Il est en train de combler. Et le Sénégal, je suis désolé de le dire, et c'est brutal, peut-être Ousmane ne sera pas d'accord, le Sénégal, c'est une escale. La finalité, c'est l'Afrique du Sud. L'enjeu pour les États-Unis dans ce voyage-là, c'est l'Afrique du Sud qui est un véritable enjeu. Pour le Sénégal, c'est important pour 3 choses. La première chose, il faut quand même remercier Marcia Bernica. Oui. Marcia Bernica, Cheikh Tidiane Gadio, Hillary Clinton, entre autres. Si aujourd'hui Obama vient au Sénégal, là, on doit avec l'actuel ambassadeur Lukens. C'est-à-dire, il y a eu un travail de lobbying très fort, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, et Ousmane peut le confirmer, qui date peut-être depuis 2008, en réel, depuis l'élection de Obama. Et Marcia Bernica avait fait déjà un travail avec Hillary Clinton, en disant que le Sénégal méritait un peu plus d'égards. Vraiment. Il méritait un peu plus d'égards. Et la signature de MCA était déjà un truc, n'est-ce pas, qui venait confirmer ça. Par contre, 70 milliards de francs voilà. CFA. Mais par contre, Obama a choisi le Sénégal parce que l'histoire géopolitique régionale s'est accélérée. C'est en fait ça qui a précipité pourquoi ils ont choisi le Sénégal. Parce que le Sénégal devient aujourd'hui l'île autour de laquelle, malheureusement, dans la sous-région, qu'il faudra sauver. Il faut sauver le soldat sénégalais, parce que si on ne sauve pas le Sénégal, toute l'entrée géostratégique des Américains, et c'est pas pour rien qu'une semaine avant la venue de Obama, les Français ont signé un pacte sur le terrorisme avec le Sénégal. C'était la semaine dernière. Vous l'avez même couvert, n'est-ce pas? On est dans une guerre de positionnement géostratégique par rapport aux nouveaux enjeux sécuritaires de la région entre les États-Unis, la France et l'Union européenne. N'oublie pas que l'Union européenne vient d'envoyer son mandant il y a 48 heures à Dakar. Et il y a un positionnement. Le Sénégal fait l'objet de convoitises de ces 3 entités-là, en dehors de la Chine. Maintenant, je pense qu'Obama vient pour dire à Macky Sall, pour un bonus de la transition démocratique, pour l'exemple,
je viens marquer symboliquement quand même ce bonus démocratique. Par contre, c'est un agenda caché. Le véritable agenda pour Obama et les Américains, c'est quand même de positionner le Sénégal et d'être une porte aussi, un pied à terre pour l'Amérique, justement dans la gestion de cette zone qu'a essayé de gérer le dispositif militaire américain AFRICOM jusqu'au golfe de Guinée, qui est en fait la finalité géostratégique de justement, c'est ça la question intéressante. Beaucoup estiment que la visite d'Obama, au-delà du symbole qu'il représente pour les jeunes Africains que nous sommes, c'est quand même pour la sécurité intérieure des États-Unis. Ben oui, Bush l'avait dit. Ouais. Bush l'avait dit à tout le monde. Bush avait dit à tout le monde que le 11 septembre, c'est aux États-Unis, mais le terrorisme ne met aucun pays à l'abri. Donc, à partir de ce moment, les soubresauts qu'on a au Mali... Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de sous-traitance de la sécurité américaine au Sénégal? Oui, peut-être bien, parce que si vous voyez la position des États-Unis en retrait par rapport à la France, peut-être qu'il y a une sous-traitance, mais il y a aussi une présence très discrète que beaucoup de gens ne voient pas. Et je voudrais aussi abonder dans le même sens que mon cher ami Sow. Effectivement, il y a un travail qui avait commencé de longue date, mais ce n'est qu'après le deuxième mandat de Obama que les choses se sont précisées. Je ne sais pas si vous étiez à côté de l'ambassadeur et de ses collaborateurs, mais dès l'instant que la victoire de Obama a commencé à se préciser, l'ambassade ici s'est engagée à faire des rapports réguliers, je crois des rapports mensuels, sur la situation du Sénégal pour finalement légitimer le fait que Obama visite le Sénégal. Pourquoi le Sénégal, vous l'avez déjà posé, mais je crois que le Sénégal, finalement, quand j'y réfléchis, n'était pas en concurrence. Vous mettez en concurrence le Sénégal par rapport à quel autre pays francophone ouest-africain? Lequel? Le seul qui soit en vue, c'est un peu la Côte d'Ivoire. Vous connaissez la situation qui se trouve en Côte d'Ivoire. Vous voulez quel autre pays? Le Bénin. Vous voyez un peu ce que le président béninois est en train de vouloir faire, avoir un troisième mandat, je crois. Le Togo, c'est un père qui donne la place à son fils. Compte tenu de tous ces éléments et compte tenu du fait que aussi, ils n'ont pas les relations historiques du Sénégal avec les États-Unis. Je rappelle qu'au-delà de l'histoire de l'esclavage, quand même, le président Léopold Sédar Senghor a été l'un des rares présidents à effectuer une visite aux États-Unis, alors que, si vous voulez, John Fitzgerald Kennedy était président. Rappelez-vous Desert Storm. Le Sénégal a été le premier pays ou le deuxième pays africain à envoyer des troupes aux côtés des troupes américaines. On appelle le 91. Voilà, rappelez-vous tous ces éléments-là et rappelez-vous aussi la posture du Sénégal. Partout où les Nations Unies ont besoin de troupes aguerries, ont besoin d'une armée professionnelle, j'insiste, d'une armée professionnelle, le Sénégal a toujours été devant. Même s'il ne voulait pas, on le forçait. Donc, compte tenu de tous ces facteurs-là, et compte tenu de ce que le peuple sénégalais a fait, parce que je crois que quand vous parlez des États-Unis, parlez plutôt des peuples que des présidents. 2012, ce n'est pas Macky Sall. Macky Sall était un candidat, il attendait des résultats. 2012, ce qu'ils ont produit ici au Sénégal, ce sont les Sénégalais eux-mêmes, au point qu'un Américain très responsablement dit à cette période, Ousmane, vous n'avez pas fait une leçon de démocratie à l'Afrique ou à l'Afrique de l'Ouest. Vous avez fait une leçon de démocratie à l'ensemble de la planète. Et effectivement, le Sénégal était très polarisé. On aurait pu aller dans une situation qui aurait été très dangereuse, mais le peuple lui-même a esquivé ça. Donc, le peuple mérite que Barack Obama vienne, quels que soient par ailleurs les résultats. Mais dans une situation de pauvreté où aujourd'hui, Guédiawaye et Pikine, les jeunes veulent du travail, certains entendent Obama venir au Sénégal avec toute la puissance américaine, le bas peuple. Ils s'attendent peut-être à des retombées, cette visite. Oui, c'est là où moi, j'interpelle directement et personnellement le président Macky Sall. Il ne faut pas qu'on tombe juste dans le côté émotionnel, émotif de la visite, d'avoir Obama au Sénégal et fini. Parce que les Américains, ils viennent avec un agenda précis, Alsan. Les Américains veulent entrer dans l'agro-business du Sénégal, dans l'agriculture. Ils jettent un pavé pour le contrôle de l'énergie au Sénégal. Ali Ngouille Ndiaye, s'il nous écoute, il sait bien de quoi je parle. Si ça crée des Attention. Oui, non, c'est bien. Je ne dis pas que c'est pas bien. Hein. Je ne le dis pas, Alsan. Par contre, je veux dire, eux, ils viennent avec des choses qui précises. Sont dans la banlieue, attendent l'emploi partout au Sénégal. Maintenant, ce que Macky Sall peut faire et doit faire, c'est de dire, Obama, je pense que le Sénégal, moi, en tant que président du Sénégal, je mérite un bonus un peu plus sonnant et trébuchant de votre part pour nous accompagner, pour aider justement ces jeunes-là.
pour nous aider à la santé, au lieu de donner des bourses familiales de 277 francs jour, qui est une fausse solution au vrai problème des familles, n'est-ce pas? 267 francs par jour. Qu'est-ce que ça peut faire pour une famille? Non. Par contre, il peut dire, moi, j'ai lancé une initiative comme une bourse familiale pour aider les plus démunis. J'essaie de me battre pour avoir un accès équitable de tous les Sénégalais à la santé. Monsieur le Président des États-Unis, on a besoin d'être accompagné d'une façon concrète, précise. Le Sénégal méritait un bonus démocratique en termes de au moins 1 milliard ou 2 milliards de dollars par an étalés sur 5 ans. Je pense que ça aiderait. Mais sans cela, c'est juste une visite émotionnelle. On va s'en remettre. Le Sénégal a déjà l'MCA, il y avait 270 milliards offerts par les Américains. Oui, mais le Sénégal va certainement avoir un peu plus, ou l'Afrique de l'Ouest un peu plus que ça, ou la jeunesse africaine. Le MCA, est-ce que c'est un bassin d'emploi? Oh non, le MCA est extrêmement important, c'est beaucoup d'argent et on est en train de voir les résultats de ce MCA-là parce que hier, on a montré sur une certaine télévision toutes ces routes-là qui sont en train d'être faites. Mais par contre, l'AGOA n'était pas une bonne chose parce que les critères et les conditions imposées avec les Américains faisaient qu'on ne pouvait pas agir. Il faut espérer mais certains qu'on ne comprenne pas justement pourquoi les Sénégalais veulent exporter aux États-Unis alors qu'ils peuvent faire exporter, vendre dans leur propre pays, exporter dans la sous-région. Oui, à condition que les marchés s'ouvrent. Autant le marché américain est fermé par des restrictions draconiennes, autant ici, regardez le corridor entre le Sénégal et le Mali, comment ça fonctionne. Si vous avez des pratiques comme ça, il est très difficile de s'engager. Mais laissez-moi développer un peu par rapport à ces perspectives, par rapport à la visite de Obama. Je dis quand même que le fait que le Sénégal soit, comme on le dit en anglais, on the map pendant 2 jours, toutes les grandes chaînes du monde là sont en train de téléphoner dans ce pays là pour savoir pourquoi Barack Obama vient et des interviews sont en train d'être données un peu partout dans le monde. Mais je vous le dis. 600 personnes dont plus d'une centaine de journalistes. Mais en plus, non, ça c'est les journalistes qui viennent avec Obama. Mais Al Jazeera, même s'ils ne viennent pas, là-bas où ils ont le siège, ils sont en train de téléphoner ici pour savoir ce qui se passe. Donc le Sénégal est sur la carte quand même, sur le plan touristique, sur le plan des relations universitaires, sur le plan de beaucoup d'autres choses. Le Sénégal est là et les gens un peu partout se posent la question, mais quel est ce pays? Curiosité par rapport au Sénégal, laquelle curiosité peut avoir des résultats. Je vous dis, au moment où on en parle, il y a une politique de l'ambassade des États-Unis et du département d'État qui se déploie et qui ne parle pas beaucoup. C'est quoi cette politique? C'est cette politique déclarée depuis Accra par rapport à la jeunesse africaine. Et il y a certains jeunes, je les connais, ils sont en train de déployer de petits projets par rapport, si vous voulez, au leadership, par rapport aussi au civisme et aux réactions citoyennes. Je crois que de plus en plus, Obama, s'il doit avoir un agenda africain et faire sa différence d'avec Bill Clinton, faire sa différence d'avec Bush, c'est probablement dans le secteur de la jeunesse. Une jeunesse que l'on aide, mais attention, une jeunesse aussi à qui on apprend à être responsable pour prendre en bandoulière son propre destin. Je crois que ça c'est possible. Ça nous permet de poser cette question d'un internaute qui s'appelle Pape Eliman Diouf. Il dit une visite pendant laquelle les habitants du pays autres sont enfermés chez eux, sans possibilité de sortir, n'est pas respectueux selon lui. D'ailleurs, le seul profit à mon avis est pour les Américains qui montrent leur puissance. On ne mange pas une visite de quelconque président. Non, je pense que poser comme ça, c'est être un peu injuste. Le président américain, dans un contexte... Oui, non, il faut quand même contextualiser les choses. Absolument. Il faut pas... Non, on est dans l'émotionnel encore, comme je disais. Il faut contextualiser. Parce que le président des États-Unis, même s'il se déplace dans les États-Unis, le quartier où il vient, mais les procédures sécuritaires américaines, elles sont immuables. C'est-à-dire que c'est un... Le président américain Obama ne peut rien changer sur ces procédures de sécurité et Ousmane peut le confirmer. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont travaillées, verrouillées, quoi qu'il arrive. Et puis quand même, les Sénégalais. Mais on doit être un peu plus tolérant, un peu plus généreux sur ce coup-là parce que à nos frontières, à quelques centaines de kilomètres, mais il y a une guerre. Oui. Et comment le président américain choisit de venir ici près du Mali, malgré cette situation, et on lui dénie quand même le droit quand même d'être sécurisé en tant que quand même le président le plus. Moi j'en appelle vraiment à la disons comment on dit, à la tolérance, magnanimité de nos compatriotes, parce que j'ai entendu dans les radios depuis avant-hier des débats houleux
contre la venue de Obama. Moi, je pense qu'il y a une méprise. Le Sénégal a tout à gagner. Par contre, si nos dirigeants, à commencer par le président Macky, quand même comprennent que Obama est venu avec une checklist et il va faire ce qu'il veut faire ici. Par contre, c'est à nous de lui donner aussi une checklist, peut-être à laquelle il doit être sensible, comme la situation des jeunes Sénégalais. Macky ne parle pas aux jeunes Sénégalais. Et ça me fend le cœur, parce que les jeunes Sénégalais, mais personne ne leur parle aujourd'hui. Mais ils sont sur les réseaux, allez dans les réseaux sociaux. Mais ils expriment là, comme Guy Ousmane, des idées de leadership, de vouloir entreprendre, de vouloir travailler, d'être dans la dignité. Mais là, le président peut régler ça, peut aider son peuple en travaillant peut-être avec les États-Unis. Même Eliman Khan reprend, il fait une autre question. Le peuple a besoin plutôt de gaz, d'électricité, d'eau potable, de sortir des inondations, de loyers moins chers et de coûts de la vie la plus supportable. Oui, mais ces questions-là, qui c'est qui doit les régler? C'est Obama qui doit venir nous les régler là. Je crois que tout ce que fera Obama sera dans le cadre d'une coopération bien pensée et bien réfléchie de part et d'autre. Oui, win-win. Mais pour penser que c'est même une honte de dire que moi j'ai ces problèmes-là, règle-les-moi. On n'a qu'à apprendre à régler. Et justement, c'est là où ils interviennent quand je vous disais par rapport à la jeunesse. Mais je voudrais revenir à quelque chose dont on a parlé. Une fois, il est arrivé que le président Obama veuille sortir d'un lieu de réunion à un autre de réunion à Washington DC même. Il dit aux gens de la sécurité, je vais marcher. Les gens lui disent, monsieur le président, c'est 600 mètres. Et il dit, eh oui alors, 600 mètres, c'est facile à marcher. Ils lui ont interdit la possibilité de marcher d'un lieu à un autre et ils l'ont forcé à entrer dans son véhicule blindé. Il faut comprendre que le président le plus visé dans ce monde actuellement est Barack Obama. C'est vrai que pendant 2 jours peut-être, on sera un peu mal à l'aise parce qu'on ne peut pas bouger comme... Mais c'était la même chose pour Bill Clinton. Quand Bill Clinton est venu, j'ai fait 2 kilomètres pour aller récupérer mon fils. Mais quand même, je ne lui ai pas fait le reproche parce que je comprends les raisons pour lesquelles il faut y avoir cette sécurité-là. Souhaitons que Barack Obama vienne ici, qu'on l'accueille en triomphe, qu'il soit content et qu'il rentre chez lui. C'est un point de plus positif pour nous plutôt qu'autre chose. Oui. Alors, Monceau, qu'est-ce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit sur les questions de jeunesse, le président Macky Sall doit poser aujourd'hui dans une coopération de win-win, c'est-à-dire que le Sénégal ne soit pas dans une position aussi de condescendance et de demandeur. Moi, j'ai un peu pitié du président Macky Sall sur ce dossier de l'emploi des jeunes, parce qu'apparemment, les gens n'y arrivent pas, ça tourne en rond. L'autre là, le ministre conseiller, comment il s'appelle, que tu as reçu récemment, a un peu insinué ça, Mahmoud Saleh, quand il dit que le gouvernement fait la sieste. Sur ces questions d'emploi des jeunes, c'est vrai, il y a une grosse sieste, mais parce que le dispositif, là, il n'y a pas eu de rupture. Vous ne pouvez pas prendre des responsables jeunes, politiques, mais leur dire, mais insufflément une dynamique, une politique d'emploi des jeunes, non. On n'est pas dans cette configuration-là. Je veux dire, l'erreur de Macky sur l'emploi des jeunes, c'est d'avoir reproduit le système qu'avait mis en place Wade, qui était évalué, dont on avait montré les limites. Je pense qu'il lui faut du courage. J'aime bien l'histoire de l'agriculture comme option. J'aime bien l'histoire les téléservices, les services, le troisième secteur des télécoms, des télécoms et des systèmes de nouvelles technologies, mais n'est pas encore mise en place au Sénégal. Oui, je veux dire que je pense que là, c'est là où peut-être l'Amérique peut aider en inculquant une culture de l'auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire que les étudiants qui sortent des universités ne pensent pas toujours aller postuler à la fonction publique, mais qu'ils doivent travailler sur l'auto-entrepreneuriat. Et c'est là où cette culture-là, américaine, peut-être peut aider le Sénégal. Ousmane, par rapport à cette culture... Oui, par rapport à ça, je voulais le dire à Sow. Voyez un peu les réactions de nos jeunes. Prenez un jeune diplômé, donnez-lui une responsabilité tout de suite. Quelle est la première chose qu'il va faire? Chercher une chemise, une veste, une cravate, des chaussures et être tout le temps cravaté. Oui, exactement. Il fait 45 degrés à l'ombre. Le jeune Sénégalais qui a une petite responsabilité quelque part croira qu'il se fait respecter en étant tout le temps cravaté. Absolument. Ce jeune-là, est-ce qu'il ne pourrait pas se dire quelque part, même si je portais mon simbong, mais je suis ce que je suis et ça ne me change pas. Voyez un peu ces jeunes-là, c'est tout dans les partis... complexes. Oui, même c'est tout dans les partis politiques. Il leur suffit que leur parti ne soit plus dans l'opposition et soit au pouvoir, ils changent totalement.
C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire le rapport que nous avons avec non, ils sont en train de recopier. Ils sont en train de recopier un exemple et un modèle qui a toujours été ici. Ce qui fait que, rappelez-vous, le ministre de l'enseignement supérieur du président Ablaye Wade, l'ancien recteur, voilà, quand il a parlé aux maîtrisards de l'université Cheikh Anta Diop, et il leur a dit, je vais vous accompagner, on va faire de vous des agriculteurs modernes. Mais le représentant de ces maîtrisards-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, oui, mais le ministre nous a insultés. On ne veut pas être des agriculteurs. Alors, tout le monde va être des gratte-papiers là quelque part. Si vous êtes agriculteur, si vous êtes un Wachirakassou, et qu'au bout du compte, à la fin du mois, vous puissiez faire avec votre statut de Wachirakassou 500 000 francs, à la place du gratte-papier qui ne fait que 200 000 francs, mais pourquoi ne pas en être fier? La notion du travail, qu'est-ce que c'est que le travail? Ça, c'est un travail qu'il faut faire au niveau des jeunes. La personnalité, au niveau des jeunes, il faut travailler là-dessus. Ça, c'est un vaste programme pour mettre en place ce qu'on appelle le nouveau type de Sénégalais. Ah oui. Mais cela passe aussi par l'éducation. Aujourd'hui, il faut réformer l'éducation sénégalaise pour qu'elle soit adaptée aux réalités du monde.